Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Make It Happen. Alors aujourd'hui, avoir une marque forte et un site web impactant, c'est primordial pour toutes les entreprises. Mais on ne sait pas toujours par où commencer et comment faire les bons choix. Alors pour en discuter, j'accueille aujourd'hui Michael Saifoudine, fondateur de Climb. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va discuter notamment des tendances web design 2025, Mmh. de combien coûte un site vitrine B2B Ouais. et comment bien choisir le nom de son entreprise parce que c'est très très important. Yes. Eh ben, merci Mickaël d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, ça me fait très plaisir. Déjà, est-ce qu'on peut commencer par parler un peu de Climb, que tu Mmh. nous expliques ce que fait ton entreprise? Bien sûr, ouais. Donc Climb, c'est une agence de branding, agence digitale, agence marketing, communication. Il y a plein de mots-clés, on l'appelle un peu comme on veut. On accompagne, des boîtes, principalement des boîtes de services, des boîtes dans le B2B, des boîtes tech, des fonds d'investissement. Après, c'est un peu tous les secteurs d'activité. Là, on a des boîtes dans l'IA, la crypto, l'immobilier, la fintech, enfin ça c'est très varié et on les accompagne vraiment sur, toutes les verticales du marketing. Donc c'est autant, de leur tout début, en passant par le naming, la stratégie, le positionnement, le narrative, comment on va travailler avec eux, l'architecture de leur marque. Après, on peut travailler avec eux sur la partie vraiment exécution design. Donc là, on va réaliser l'identité visuelle, le logo et tous les assets qui tournent autour de leur entreprise, autant print que digital. Et ensuite, on les accompagne sur leur site internet, qui est c'est l'asset numéro un d'une boîte, c'est la vitrine numéro un, c'est un peu les Champs-Élysées. Il faut vraiment la travailler, tu vois, de la meilleure façon possible. Et donc, sur le site internet, il y a beaucoup d'enjeux différents. Il y a des enjeux liés à du référencement, des enjeux liés à le trafic, la conversion, les enjeux liés à c'est la vitrine sur laquelle on présente l'entreprise. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses différentes sur lesquelles on travaille dessus. Et donc voilà, on a créé cette petite agence-là il y a maintenant 1 an et demi. On a une équipe de 7 personnes en interne et entre 3 à 5 freelances avec qui on travaille. Et voilà, voilà, je pense que c'est une bonne Déjà présentation. une bonne Ouais, première année et demie. exactement, Tu t'es bien développé. exactement, ouais, ça se développe bien. Et parce qu'aujourd'hui, en fait, tu dis, c'est un panel assez large de services que vous proposez aux entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont quoi comme option quand il s'agit de traiter de la partie marketing, branding Ouais. En fait, ça dépend vachement du stade de la boîte, Ouais, naturellement. Donc, une boîte qui se lance et qui vient tout juste de lever des fonds, souvent les premiers profils de cofondateurs, ça c'est représenté autour d'une personne qui s'occupe un peu CEO, qui va s'occuper en fait de la partie développement commercial, et en tout cas les boîtes qu'on adresse, une partie technique avec un CTO. Et rarement, en tout cas, le premier profil, c'est une personne marketing. On embauche souvent des commerciaux ou des devs. ouais. Et puis après, on développe au maximum sur sa boîte. Donc la partie marketing, elle est souvent prise par les fondateurs, mais souvent, ils n'ont pas le temps de faire tout ce qu'ils veulent en marketing. Il y a beaucoup de verticales, customer marketing, faire des ads, faire les réseaux sociaux, faire le website, faire tout un tas d'actions pour développer sa marque, des événements et plein de trucs. Et donc en fait, à ce moment-là, ces boîtes-là, en tout cas c'est la première typologie de clients qu'on adresse, elles font face à plusieurs options. Soit elles vont travailler avec des freelances indépendants, parce que c'est peu coûteux, peu engageant, et ça permet en fait au moins de commencer à bootstrap les premières activités marketing. Soit elles vont faire le choix d'internaliser. Donc là, ça dépend plutôt de l'ambition de la boîte, aussi de l'activité de la boîte. Si les enjeux marketing, j'aurais tendance à dire qu'ils sont tout le temps importants, mais du coup, ça dépend à quel point voilà, on a envie d'investir. Il y a des boîtes qui embauchent tout de suite des personnes assez seniors, donc elles ont le budget pour. Et puis ensuite, il y a des boîtes qui ont, par exemple, on a des boîtes qui viennent tout juste de lever 4-5 millions, ça reste des montants assez importants, mais qui n'ont pas la volonté d'internaliser tout de suite parce que si elles savent pas vraiment en fait comment elles se positionnent sur leur marché, elles sont un peu en phase de découverte, il y a un peu les phases de go-to-market, product market fit, etc. Et donc avoir une personne au marketing à temps plein pour exécuter une roadmap bien définie, c'est un investissement qui est trop important et pour l'instant ils veulent plus itérer. Et donc elles vont travailler soit avec encore une fois des freelances, soit avec des agences. Donc là, je prêche pour ma paroisse. En effet, c'est un bon moyen de commencer à travailler sur les enjeux marketing.
Et puis après, il y a les grosses boîtes qui, elles, ont déjà sans doute des personnes en interne au marketing, un responsable marketing, des équipes à l'intérieur. Et puis là, ils vont travailler souvent avec des freelances sur certaines verticales parce que au fur et à mesure, en fait, plus les boîtes grandissent, plus en fait, ils ont besoin de se spécialiser sur chacune des verticales du marketing. Donc, ils vont embaucher une personne qui va gérer que les ads, une personne qui va gérer que les réseaux sociaux, etc. Donc, ça va être des personnes super expertes. Mais par moment, par soit manque de budget, soit manque de compétences, ils ont besoin d'externaliser certaines parties, par exemple la gestion de leur site, la mise à jour constante, etc. Donc là, ils vont passer par exemple par une agence. Donc ça dépend vachement D'accord. des stades de boîte et aussi des contextes dans lesquels elles évoluent. Et donc toi, tes clients, donc toi, tu as plutôt des startups et des PME, Des- ou tu as aussi quand même des grosses boîtes? On n'a pas aujourd'hui, je pense, de gros groupes, par exemple des boîtes du CAC 40, Ouais. etc. Par contre, on a des fonds d'investissement qui sont peut-être plus gros que des boîtes du CAC 40, qui ont des milliards sous gestion. Ouais. Mais ils sont, en termes de quantité de personnes à l'intérieur, ils sont pas beaucoup. Mais plutôt, on a des startups qui viennent soit de lever de l'argent. Donc, ça, c'est la première typologie de clients. Des boîtes qui sont vraiment, ils viennent de lever, allez, 3, 4, 5 millions, par exemple. Ils ont besoin, dès le début, d'une identité visuelle un peu impactante et différenciante. Ils ont besoin d'un site pour faire la différence. Et donc, on les accompagne sur ces premiers livrables. Après, on a des boîtes où là, il y a, on va dire, des boîtes de taille intermédiaire. C'est pas forcément des startups. On a aussi des boîtes plutôt, même si c'est des boîtes de la tech, des boîtes, je sais pas, des éditeurs de logiciels qui sont pas identifiés comme des startups au sens comme on l'entend, parce qu'une startup, c'est soit, en définition, c'est soit juste une boîte qui vient de se lancer, soit c'est plutôt, on le voit d'un point de vue mindset, état d'esprit, l'agilité, le fait d'avancer rapidement, voilà, pas se laisser embarquer dans des process trop longs, etc. Et donc, ces boîtes-là, par exemple, c'est des boîtes qui ont déjà 6, 7 ans, 10 ans d'existence, qui ont au moins une personne au marketing en interne, mais parfois qui ont une personne qui est CMO, Chief Marketing Officer, ou Head of Marketing, mais la personne, elle est Head of Marketing de elle-même. Elle n'a pas de team, en fait, en dessous. Et donc, elle a besoin de travailler aujourd'hui avec des indépendants ou avec une agence. Et souvent, ils se retrouvent confrontés à ce truc ils ont plusieurs freelances dans tous les coins, sauf qu'eux font énormément de gestion de projet. Et en fait, Ouais. ils n'ont pas le temps de se concentrer sur, par exemple, les vrais enjeux de leur stratégie marketing, travailler sur d'autres leviers avec les co-founders de la boîte. Et moi, j'ai été CMO, donc c'était exactement la situation dans laquelle j'étais. Et donc, travailler avec une agence, ça a un peu de sens dans cette situation parce qu'ils ont au moins un budget qui est dédié au marketing. Et ensuite, ils vont se dire, OK, je travaille avec une agence qui va agréger toutes les compétences du marketing et j'aurai un chef de projet chez eux. Je lui demande une chose, j'ai un besoin vidéo. Je lui dis, ouais, j'ai besoin de faire une vidéo pour une customer story. L'agence va se débrouiller pour trouver la solution. Donc ça amène une grande flexibilité. Et après, on a des clients à notre échelle qui sont assez gros. Par exemple, on travaille avec Lumaps, qui est un assez gros intranet, qui équipe Airbus, Galeries Lafayette, LVMH, des très gros groupes. Et cette boîte-là, ils sont quasiment 400 collaborateurs. Donc, à notre échelle, c'est assez gros. C'est bon. Ils se sont fait racheter 650 millions par Bridgepoint, un très gros fonds américain, l'année dernière. Et ils ont déjà une équipe marketing de 20 ou 30 personnes. Et en fait, cette boîte-là, ils font déjà beaucoup de choses en interne, toutes ces personnes, au marketing. Et là, ils avaient un enjeu de faire le rebranding et refaire le website. Et en fait, pour ces projets qui sont assez conséquents, qui en prennent trop de bande passante aux équipes internes, ça vaut le coup, en fait, généralement, de passer par une agence. Et aussi, souvent, les agences, la qualité qu'elles apportent à ces boîtes-là, qui sont déjà un peu installées, c'est qu'elles amènent un œil neuf aussi, parce qu'elles ont l'habitude de travailler avec tout un tas de clients qui sont similaires à ce type de use case. Et en fait, ça leur permet aux clients de se dire, OK, on va voir aussi c'est quoi les best practices sur le marché, c'est quoi de faire un bon website. Alors que quand on est en interne au marketing, parfois on n'a que notre sujet, on a du mal à voir autre chose, comprendre c'est quoi les tendances du marché, etc. Ça Donc permet voilà. d'ouvrir un peu les connaissances et de t'ouvrir, comme tu dis, aux tendances. Et Ouais, exactement. ça permet de respirer un peu quand tu es toujours en train de tourner avec les mêmes équipes sur les mêmes C'est ça, sujets. ouais. Tu as tendance à faire tout le temps les mêmes choses. Et Exactement. c'est pour ça que quand tu as des nouvelles équipes qui arrivent, généralement, c'est quand tu as une personne qui est embauchée, Exactement. C'est souvent la même ça chose. donne Un un peu nouveau d'air, un souffle. nouveau souffle C'est exactement la même Et ben chose. là, tu le fais avec l'agence. Et à la fois, en fait, faut aussi valoriser énormément les personnes qui sont en interne, Ouais. parce que c'est elles qui ont l'expertise, c'est elles qui ont l'expérience, elles travaillent depuis 6, 7 ans, 8 ans dans l'entreprise, donc elles ont tout le contexte qui va énormément servir à la personne qui arrive avec le regard neuf.
Mais comme tu disais, si à un moment donné, en fait, la personne en interne, elle a pas de bande passante parce qu'elle est toute la Exactement. journée dans l'opérationnel, Voilà, elle a pas le temps de réfléchir à c'est sa ça. strat Ouais, et donc voilà. c'est plus Ouais, compliqué. exactement. Donc vous soulagez bien les entreprises, C'est enfin ça, on essaye, les ouais. équipes marketing. Et alors donc tu disais que vraiment vous proposez, de la marque, au site, enfin de la création de la marque au site. Justement aujourd'hui, créer un site, vitrine, c'est un coût, très élevé. J'imagine que comme, tu travailles avec des startups, Mmh. ça reste abordable puisque toutes les startups ne sont pas, Ouais, n'ont pas levé 5 millions. ouais, en fait, le coût des websites, c'est un peu un truc, obscur Ouais, parce que, il y a un peu à boire et à manger. C'est comme sur beaucoup de marchés en vrai, hein. Quand on demande le prix d'une voiture, bah, il y a des gens, leur échelle de prix, ça va être acheter une voiture, 3 4 5 000 € parce que c'est ce dont c'est 1 2 3, c'est ce qu'ils peuvent, se permettre. Et puis il y a des personnes qui, pour eux, leur standard, c'est d'acheter une Porsche et c'est 150 000 200 000, donc l'écart il est assez important. Et en fait sur les sites, bah, aujourd'hui il y a plusieurs choses. Il y a la partie on va dire site vitrine, tu te lances, tu vois des pubs à la télé avec je sais pas One and One, Wix, etc. On te dit que ça coûte 10 € par mois mmh, de faire son propre ouais. site internet. Donc pour certaines personnes, bah, l'échelle de référence est celle-ci. Et puis après il y a d'autres personnes, ou d'autres entreprises ou pour lesquelles en fait l'enjeu sur le site internet il est beaucoup plus important. Il y a toujours une question de bah oui, tu peux toujours apprendre à faire un site par toi-même mais du coup, tu vas passer du temps à faire ça et donc Ça prend du temps. C'est ça toujours prend du la temps. même chose, c'est que ça te C'est prend du temps. toujours une question en fait de où est-ce qu'elle est notre valeur ajoutée. Moi, je travaille avec des grandes boîtes dans mes expériences passées. Par exemple, je travaille avec Nike pas mal. Bah, en fait, Nike, ils travaillent qu'avec des agences, alors qu'on pourrait se dire, bah, ils ont le budget d'internaliser et de faire toutes leurs campagnes eux-mêmes, etc. En fait, c'est exactement la même chose. C'est que eux, ils ont l'expertise, ils font des chaussures, ils font des vêtements, ils sont archi forts en marketing, donc ils ont embauché des personnes au marketing. Mais par contre, bah, la créativité sur des grosses campagnes, etc., ça passe toujours en externe par des agences. Et donc, je pense que c'est aussi une question de où est-ce qu'on veut mettre les efforts. Donc, pour revenir un peu pour vous donner un peu des estimations de prix, nous, en tout cas, les projets sur lesquels on travaille, ça commence aujourd'hui entre 25 et 30 000 euros. C'est un peu le marché sur lequel on s'est positionné. Ça comprend bah, un peu la refonte de la brand, la refonte du website, etc. Pour des boîtes qui sont de taille, qui ont levé un peu d'argent ou de taille intermédiaire, si on prend l'exemple des startups qui vont soit passer par exemple en série A, c'est le bon momentum, et en fait ces boîtes-là, elles vont rarement investir plus de 100 000 euros dans leur site. Donc voilà, les 25-30, c'est un peu le package de départ. Ça peut monter jusqu'à 50-60. On est dans cette fourchette-là, en fonction des besoins, etc. Il peut y avoir plein d'options, plein de tiroirs. Mais quand on veut lancer son propre site, on crée sa boîte, on n'a pas levé de fonds et on veut lancer son propre site, bah, soit on va sur des outils, on fait son site par soi-même, soit on a un tout petit peu de budget et ce petit peu de budget, ça peut aller être 1 500, 3 000, 5 000 euros. Et en fait, bah, on va passer par des freelances et il y a des personnes qui vont proposer, moi je le faisais avant en freelance, Ouais. bah voilà, pour 5 000 euros, je faisais toute la brand d'une boîte et son website et les assets et la bannière LinkedIn et tout ça. Mais parce qu'en fait, bah, moi, quand j'étais en CDI, je gagnais mon salaire. Gagner 5 000 euros de complément de revenus, bah, c'est super cool. C'est vachement bien. Donc, en fait, c'est une question voilà, d'échelle, encore une fois. Et bah, après, le prix aussi des agences, c'est que bah, naturellement, il y a plusieurs personnes. Nous, on est 7. Avec les freelances, on est en moyenne entre 10 et 13. Il y a des compétences avec des personnes très spécialisées. On passe beaucoup plus de temps sur les sujets. Les projets de refonte sur les budgets à peu près de 50 000 euros, bah, ça va durer 3 4 mois. Donc, en fait, un peu étalé dans le temps sur les entreprises, bah, ça a aussi du sens. Et après, bah, il y a des très grosses agences qui vont là proposer la refonte juste de l'identité visuelle et le logo pour des 300 000, 500 000 euros. Ah oui, Et un beau budget. ouais, beau budget et énormément de boîtes, des très grosses, comme on les appelle, les scale-up, les grosses boîtes, je sais pas, comme Doctolib, Lydia, Back Market, les grosses licornes, par exemple, françaises, elles ont ces budgets-là parce que c'est aussi une question d'échelle. Elles ont des gros investisseurs. Mm. Et en fait, un investisseur qui injecte des millions dans une entreprise, pour la faire croître, elle se dit, bah, si on va travailler avec une agence, on a besoin de travailler avec une agence qui est aussi grande que la boîte. Donc, naturellement, aujourd'hui, bah, ils vont pas se tourner vers un petit freelance. Ils vont se tourner vers plutôt une agence qui a des centaines de collaborateurs en interne. Et c'est aussi pour ça que bah, voilà, les grosses boîtes, je sais pas, Burger King, ils travaillent avec Buzzman parce que c'est une super agence. Voilà, donc c'est un peu ce truc-là. Ça se fait naturellement, je pense, par rapport aux évolutions de la croissance des boîtes. Et puis après, il y a effectivement, enfin, dans ce que tu dis par rapport à l'accompagnement, c'est sûr que si tu as un petit budget, tu fais toi-même, mais enfin,
vous, quand vous refaites dans la refonte du site, on retravaille la marque, mais on vous aide aussi à réfléchir à ce sur quoi vous racontez, enfin Oui, bien sûr. ce que vous racontez, ce qui est hyper important. Ouais. Donc ça se limite. C'est pas juste on Ouais, fait c'est un pas site. juste, exactement. C'est tout ce qu'il y a dedans. On va vous aider Exactement. à le réfléchir, à comment est-ce que vous allez C'est mieux ça. convertir. Ouais, exactement. Ouais, bah, c'est toujours, en fait, les clients viennent nous voir, parce qu'ils ont en tête la première brique du projet, c'est: «Je veux changer de logo» ou «Je veux changer le site». Et en fait, ça crée derrière tout un tas de Toute une questionnements. réflexion. Voilà, c'est: «OK, on veut changer le site, mais pourquoi? Pour qui? Ouais. Quels sont les personas? C'est quoi notre marché?» Entre-temps, bah, je sais pas, la boîte existe depuis 5 ans, mais en fait, l'offre, le service, le produit, il a un peu évolué. On n'a pas mis à jour le site. En fait, on veut s'adresser à notre marché d'une façon plus premium, plus, enterprise, aller attirer des plus gros clients. Donc on a envie de changer aussi toute cette dynamique. Donc il faut revoir complètement le positionnement, la façon de communiquer. Et puis du coup, quand on parle de communication, on va leur poser la question: «Mais OK, comment vous communiquez? Comment vous trouvez vos clients?» Donc il y a toute une logique un peu, growth, autour de, bah, OK, c'est quoi votre parcours d'acquisition aujourd'hui? Donc il y a tout un tas de questions qui vont découler. Et en fait, c'est aussi ça l'expertise en tout cas la spécificité de Climb. C'est que comme moi, par le passé, j'ai travaillé sur des postes de website manager, de CMO, dans des startups tech où l'enjeu principal, c'est au final, c'est driver de la croissance et du business. Bah, l'excuse aujourd'hui du branding, ce n'est qu'une excuse pour en fait atteindre cet enjeu business. Et donc, c'est aussi le positionnement de l'agence. On essaye toujours d'accompagner les clients dans cette démarche business pour leur faire comprendre qu'on comprend leurs enjeux commerciaux et que c'est pas juste on va mettre des belles couleurs Ouais. et faire Un coup de un peinture. site joli, voilà. Hop. Même si les sites sont très stylés, bien sûr. Mais d'ailleurs, parce que aujourd'hui, justement, quand souvent je prépare le podcast avec les invités, souvent les gens me disent là, le site n'est pas à jour. C'est quelque chose qui revient assez Ouais, souvent. exactement. Ouais. C'est quoi l'impact? Toi, tu saurais dire un peu quel est l'impact d'un site bah, justement qui n'est pas à jour, qui est un peu à la traîne par rapport à ce que tu vends? Bah, en fait, le site internet aujourd'hui, pour beaucoup de boîtes, en tout cas, je parle pour mon secteur, c'est-à-dire pas mal des boîtes B2B, les usages du B2C sont complètement différents. Personne aujourd'hui, je sais pas, va sur le site de Uber. On Non. n'utilise que l'application. Donc le site de Uber, leur enjeu pour leur site internet, il est complètement différent. Ils sont pas là pour attirer des nouveaux clients qui vont commander une course. Ils sont là pour valoriser les chauffeurs qui vont aller s'inscrire sur le site de Uber. Ils sont là pour valoriser peut-être leurs investisseurs. C'est toute une autre dynamique de présentation de site, alors que pour autant, ils peuvent faire aussi du B2B et Uber. Mais donc, en fait, il y a aussi cette logique de contexte, déjà, premièrement. Donc, moi, je vais parler en tout cas que des boîtes B2B. Je sais pas, par exemple, des boîtes tech qui adressent des boîtes de services et qui vendent ce type de prestations. Et souvent, en fait, quand les premiers retours que j'ai souvent de clients qui viennent vers nous pour dire: «Ouais, voilà, en fait, on veut changer le site parce que telle et telle et telle raison». La première, c'est souvent qu'ils ont entendu de la bouche de leurs clients ou de leurs prospects que le site n'inspirait pas confiance. Et donc là, il faut essayer de comprendre c'est quoi la confiance dans la bouche de leurs clients. Est-ce que ça passe par une marque qui est peut-être un peu old school? Est-ce que c'est les codes qui répondent pas à leur secteur, les standards du marché qui ont évolué? Est-ce que l'architecture sur le site internet, elle est pas assez claire? Est-ce que l'expérience de navigation, elle est pas très fluide? Comment en fait aujourd'hui ils présentent leurs produits? Ensuite, s'il y a des clients qui leur disent: «OK, mais en fait souvent, on leur dit: "Oui, votre produit, il est plutôt bien. Par contre, votre site, il reflète pas du tout la qualité de votre produit"». Et donc c'est aussi un enjeu énorme, d'image et juste de valeur perçue, le site internet. Parce qu'en fait, un site qui claque et qui envoie, et je pense que même quand, toi, tu navigues sur des sites et tu te dis, je sais pas, sur n'importe quel site, tu arrives sur un site et tu dis: «Waouh, c'est beau». Je sais pas, souvent, moi, ces derniers temps, je regardais des sites d'immobilier avec des villas incroyables et cetera. Il y a des sites qui sont hyper beaux et en fait, ça donne envie. Et donc, c'est un peu comme tous les secteurs. On fait des choix de vestimentaire, on fait des choix de voitures. Voilà, moi, j'ai envie de rouler en Porsche. C'est parce que ça m'évoque une image et un certain standing, une certaine qualité. Donc, la valeur perçue, pour moi, elle est forte. Et donc, je vais prendre cette valeur perçue et je vais essayer de la transcrire en tout cas, sur ce support-là, qui est le site internet ou la marque. Donc, il y a l'enjeu de confiance, l'enjeu de valeur perçue, et donc en découle l'enjeu de crédibilité pour la boîte. Et ça, c'est un enjeu qui est
hyper au début, c'est pas très tangible, la crédibilité, parce qu'on a du mal à la mesurer. Mais en fait, c'est ça qui va driver derrière le bouche à oreille, c'est ça qui va permettre à des clients naturellement de se dire ah oui, je vais contacter telle boîte parce qu'en fait tout ce qu'ils proposent à travers tout leur support, soit la qualité de l'information sur leur site, la qualité de leur communication, j'ai le sentiment qu'ils sont les mieux placés pour répondre à mes problèmes. D'accord. Voilà. Et j'ai une question pour toi, j'aimerais bien avoir ton avis parce que justement, donc c'est très important le site, mais il y a des choses qu'on fait par exemple sur son site. Tu sais, souvent les sites ont des blogs pour faire monter le SEO. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a l'intelligence Ouais, artificielle qui carrément, ouais. débarque. Et donc maintenant, quand tu cherches des infos et que tu vas sur ChatGPT, tu ne passes pas par le site. Pas par Google, en fait. Tu passes, voilà. Donc en fait, tu te retrouves, ChatGPT, il te donne toute l'info dont tu as besoin, mais à aucun moment, tu es passé par le site. Toi. Ouais. C'est quoi les enjeux pour. Enfin, toi, tu l'intègres ça dans ta Ouais, bien sûr, réflexion ouais. et voilà, vers quoi on va à ce Ouais, niveau-là. exactement. Ça fait partie un peu des tendances dont on parlait. En fait, c'est un peu ce truc de avec l'arrivée de l'IA et l'arrivée de l'IA en tout cas sur la partie website, le gros enjeu, c'est du coup il y a un shift, un changement d'habitude de consommation qui va s'opérer de façon très progressive quand même. Donc aujourd'hui, Google n'est pas du tout mort, ça reste un des sites les plus visités, même si du coup, en fait, avant un petit peu l'IA, il y avait déjà des changements d'habitude de découverte et de recherche de nos besoins. Je cherche des chaussures rouges. Avant, je tapais chaussures rouges sur Google. Je crois, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était TikTok, en fait, le moteur de recherche le plus consulté, plus que Google. D'accord. Donc, moi, j'étais pas encore sur TikTok il y a 2-3 ans et maintenant, je le suis. Et en fait, j'ai appris, en fait, aussi avec le temps que, il y a énormément de personnes qui, quand ils cherchent une information, en fait, ils ont besoin d'avoir l'information de façon beaucoup plus visuelle. Et donc, ils tapaient, voilà, meilleur resto sur Paris. Au lieu de le taper sur Google, ils le tapaient sur TikTok et ils avaient une vidéo avec un espèce d'influenceur qui faisait le tour des meilleurs restos. En 1 minute, ils avaient les meilleurs restos, ils avaient la visuelle, la qualité de la nourriture en face des yeux. Et en fait, c'est un changement d'habitude de recherche et de consommation. Et donc, c'est un changement qui va s'opérer exactement de la même manière avec l'IA et les moteurs de recherche IA. Il y a ChatGPT, mais il y en a plein d'autres. Il y a déjà beaucoup de personnes qui cherchent l'info sur ces moteurs de recherche. Et ça reste des moteurs de recherche. Donc, par exemple, si on tape demain meilleure agence de design sur ChatGPT, ChatGPT va aller chercher pour l'instant sur Google. Sur Google, ouais. Et donc, il va dire, voilà, résultat issu du web, et il va sortir les 5 meilleures agences, et ensuite, il y aura potentiellement les liens vers leur site. Donc, au final, le site Internet, il aura toujours son importance. C'est juste que l'information qu'on va afficher sur le site, derrière, elle va être complètement différente parce qu'il faudra prendre en compte, en fait, à partir de où la personne est arrivée sur le site. Donc avant, on le prenait déjà en compte. Les personnes, elles arrivent sur le site. Déjà, tu parlais de blog. Des personnes, elles arrivent sur ton site juste à travers un article de blog. Et parfois, un article de blog est peut-être l'article le plus visité ou la page la plus visitée de tout ton site, et au lieu de la page d'accueil, par exemple. Donc parfois aussi, il faut vraiment regarder la data pour se rendre compte de quelles parties du site qui sont vraiment les plus visitées, d'où est-ce que les personnes viennent, et ensuite, en fonction de leurs expériences de recherche à ces personnes, il faut essayer de comprendre c'est quoi, en marketing, c'est intent marketing, c'est quoi l'intention de recherche derrière les recherches des personnes, et ensuite proposer le juste niveau d'information derrière. Soit demain, ça sera un site, soit pour certains business, ça sera autre chose. Peut-être que l'action derrière, c'est juste réserver une démo. Peut-être que l'action derrière, ça sera prendre rendez-vous dans un lieu pour un rendez-vous. L'action, ça peut être, je sais pas, booker une table. En fait, peu importe, tu vois, le truc. Et peut-être qu'on passera plus par le site, on passera par d'autres choses. Mais en tout cas, le site devra juste s'adapter à ses habitudes. Et je pense c'est nouvelles habitudes. Ouais, exactement. C'est une nouvelle tendance. Et justement, tu disais que donc, l'IA est une nouvelle tendance. Mm. Donc, je vais en profiter pour te demander, c'est quoi les tendances cette année en termes de, bien sûr, web marketing? Alors, sur la partie, donc c'est assez large sur les tendances des websites. En effet, il y a la grosse tendance IA, c'est-à-dire comment adapter son site au moteur de recherche IA. Et il y a énormément de boîtes qui se positionnent là-dessus. Il y a tous les gros acteurs du secteur qui sont les outils qui permettaient aujourd'hui d'optimiser son référencement, qui lancent leur brique IA.
SEMrush, Ahref et tous les autres, ils lancent leur petit module IA pour dire hey, positionnez-vous aussi sur ChatGPT. Donc OK. là, il y a aussi des produits qui se créent naturellement face à la tendance de l'IA sur la partie, on va dire, référencement. Il y en a un aussi que j'utilise qui s'appelle Otterly.ai. Du coup, je le place parce qu'il est hyper intéressant pour se positionner sur les moteurs de recherche IA. Donc ça, c'est la tendance, on va dire, sur la partie référencement. Ensuite, il y a la tendance qui est déjà confirmée sur la partie génération de contenu avec l'IA, où c'est très largement utilisé, mais après, je pense que c'est une question de comment on l'utilise. Et donc, je pense qu'il y a aussi besoin de plus de formation pour les personnes, et ça va aussi c'est très lié aux habitudes de consommation. Les gens, ils vont sur ChatGPT, mais ils savent pas prompter. Donc, ils savent pas comment demander les bonnes choses à ChatGPT et comment avoir le juste niveau d'information qui va être personnalisé comme ils le voulaient de base. Donc, il y a aussi tout un niveau de formation, un volet formation qui va être très important, je pense, et qui va s'accentuer en fait sur les prochaines années. Et on voit pas mal de boîtes de conseils qui se lancent dans la formation pour se former sur les enjeux de l'IA, les adapter à leurs entreprises, etc. Et du coup, ça fait un peu le lien avec une boîte qu'on accompagne, dont je te parlais, qui s'appelle Facet, qui Oui. propose des agents IA personnalisés et qui permettent en fait d'adresser tout un tas de cas d'usage dans les entreprises, qui ont souvent des outils qui sont vachement décorrélés, pas du tout connectés ensemble. Ils travaillent avec une boîte, par exemple, qui s'appelle Smartbox, qui est une très grosse entreprise. Et en fait, ils ont permis chez Smartbox de réduire des temps en interne de process qu'ils avaient par 2, par 4. Ils ont permis d'automatiser des tâches qui étaient hyper répétitives ou hyper manuelles. Et une grosse partie aussi e-commerce chez Smartbox. Et donc, ils ont permis aussi de réconcilier tout un tas d'aspects sur la partie e-commerce, la mise à jour, par exemple, des fiches produits où il y a des milliers de références. Et donc, avant, tout a été mis à la main par leurs partenaires. Et maintenant, il y a beaucoup d'IA qui rentrent en compte. Ils ont permis de réconcilier des opérations financières avec les factures, etc. Donc, il y a plein d'applications dans une boîte où il y a énormément en fait, de volets sur lesquels l'IA peut être appliquée. Et donc, une boîte comme Facet en fait, permet de faire ça. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, il y a des boîtes avec des outils qui se spécialisent là-dedans. Donc là, on est un peu plus loin que même le marketing, mais donc c'est intéressant de le dire, je pense quand même. Et après, pour revenir peut-être aux enjeux marketing, pour continuer sur l'IA, parce que ça reste une des grosses tendances, il y a aussi tout l'aspect sur la partie design visuel, la génération d'images, où il y a énormément d'enjeux et de tendances qui se confirment, la génération de vidéos. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à explorer là-dedans. Donc on va dire que tout ça, c'est la partie IA. Et après, sur les tendances, on va dire, du marketing au sens large, c'est plus lié un peu aux enjeux business de manière générale. Il y a une grosse tendance qui s'est confirmée. C'est même pas une tendance, ça aurait dû être la base depuis le début. C'est qu'avec toutes les levées de fonds qu'il y a eu ces dernières années, on a oublié de se focaliser sur l'important qui est en fait de faire de l'argent et pas juste vivre sur l'argent des autres. Et donc, il y a énormément de boîtes qui se lancent maintenant, des startups qui se disent non, moi, je veux être bootstrap, je veux vivre sur mes propres fonds et me développer. C'était déjà le cas l'année dernière et même un peu l'année d'avant. Donc ça continue Ça se confirme. ça se confirme. En fait, les gens, ils sont plus orientés revenus. Les fonds d'investissement, ils regardent plus aussi les boîtes qui ont déjà des premières métriques et on lève plus de l'argent juste sur un deck et en fait les belles gueules des fondateurs. Donc on essaye de prouver un petit peu plus maintenant avant de lever de l'argent. Donc ça se confirme et donc ça a aussi un impact sur la façon dont on fait du marketing parce que les gens réfléchissent à des nouvelles façons aussi donc de développer leur business, le fameux go-to-market. Donc il y a plein de leviers qui sont intéressants, mais je pourrais en parler très longtemps de ça. Mais bon, voilà, c'était la petite aparté En tout cas, sur ce des, truc-là. des- des bonnes perspectives pour Ouais, il y a Climb. beaucoup de perspectives. Ouais, voilà, on va pas manquer de travail en fait. Et c'est aussi ça qui est important, c'est que il y a pas mal de personnes qui me demandent, t'as créé une agence, il y en a plein des agences. Bah oui, et en fait, c'est juste qu'il y a de la place pour tout le Pour tout le monde. monde. Il y a des entreprises qui se créent tous les jours, il y a des entreprises qui existent déjà, qui se transforment tous les jours. Toutes les boîtes avec l'IA, elles veulent se transformer. Il y a des entreprises qui sont historiques et qui en fait ont besoin de modernité. En fait, peu importe la taille de l'entreprise, peu importe son statut de développement, il y aura toujours des besoins marketing, il y aura toujours besoin d'experts. Et en fait, je pense que c'est juste une question de s'adapter à son marché, pas rester un peu ancré dans ses fausses croyances. Et même s'il y a plein d'agences, au final, je le vois aujourd'hui avec la création de Climb, en même pas un an, on arrive à être en concurrence sur des deals avec des agences qui étaient déjà installées depuis pas mal d'années. Donc, c'est assez gratifiant et c'est aussi se dire, en fait, c'est possible. Et donc, c'est pas parce qu'on pense que dans un secteur c'est bouché qu'on peut pas faire les choses un peu différemment. Donc, ouais. Et en plus, c'est justement avec l'avènement de l'IA, il y a un peu à boire et à manger, on en parle dans tous les sens, c'est le mot que tout le monde Mhm. a à la bouche. Et justement,
avoir des experts à côté de soi, ça permet aussi de pas tomber dans les Ouais, panneaux, exactement. liés au fait qu'on n'a pas les connaissances, c'est des nouvelles technologies, il y a plein de choses qu'on connaît pas et on se retrouve à faire des choses qu'on devrait pas faire, en fait. Ouais, exactement et puis il y a des gens et c'est drôle parce que l'IA, au final, c'est dans les mains des personnes, moi, je me rappelle, je crois que j'ai commencé vraiment à utiliser ChatGPT en 2023, donc ça fait même pas 2 ans. Ouais. Bah, en fait, il y a des personnes qui se positionnent comme, experts, déjà l'année dernière, des gens qui se positionnaient comme experts de l'IA alors que bon, ça venait de sortir quoi, pour la plupart du grand public. Donc il y a des personnes qui étaient vraiment experts de l'IA depuis les 10 dernières années et qui ont permis du coup l'avènement de tous les outils qu'on utilise aujourd'hui. Mais au final, bah, c'est ça, c'est juste que c'est facile aussi, c'est des opportunités aussi business pour les gens qui veulent se lancer en freelance ou peu importe. Il faut juste regarder un petit peu les tendances, qui sont émergentes et se dire: «Bah, voilà, moi j'essaie de me positionner comme expert dessus et en fait, bah, je vais répondre aux besoins de toutes les personnes qui ont pas envie d'être experts de ce sujet-là» et comme ça, voilà, il y a de quoi faire, en fait. Il y en a pour tout le monde. Ouais, exactement. Avant qu'on termine, Mmh. ce podcast, j'ai une dernière question, mais très importante. Le nom d'une entreprise, OK, c'est ultra important. ouais. C'est quand même, tu vois, derrière tout le monde, enfin, c'est le nom que tu vas utiliser tous les jours au quotidien. Comment est-ce qu'on choisit bien son nom? Ouais. Hem, bah, pour y répondre, la petite aparté quand même que je veux juste faire au tout début, c'est qu'en fait, trop souvent quand on lance son entreprise, on va quand même se poser la question de: «C'est quoi mon nom? C'est quoi mon logo? Est-ce que mon site il va être bien?» et cetera. Ou, «C'est quoi les statuts de ma boîte?» Et les gens, ils se font tout un monde sur la partie administrative. Donc c'est juste le petit rappel quand même, c'est que ça tout ça, c'est vraiment ça n'a aucune importance. Moi, j'ai lancé une agence qui vend des sites web et pendant 1 an, on n'avait pas de site. OK. Et en fait, pourtant, bah, on a développé l'entreprise. Donc, OK, j'avais un logo parce que, bah, c'est quand même mon métier de faire des logos, mais, à part ça, bah, en fait, j'en avais pas besoin. Donc c'est le 1er truc à avoir en tête, c'est que le plus important, c'est de trouver des clients. Après, du coup, se poser sur ce que je vais dire sur la partie naming, comment on trouve et cetera, c'est quoi le process et cetera. En fait, tout ça, ça prend du temps et parfois, on peut trouver un nom en une après-midi en discutant avec des potes et bah, c'est le bon nom, et on a de la chance et en fait ça sonne bien et cetera et puis parfois on a des boîtes avec qui on a passé des process de naming, ça a duré 3 mois, 4 mois. Ah oui, quand Parce même. ouais, parce qu'en fait, OK. bah, ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend déjà, il peut y avoir plusieurs interlocuteurs, chacun a des avis différents. Quand on trouve un nom, moi j'ai fait une petite checklist que je pourrais te partager, peut-être qu'on pourra mettre, je sais pas, un Ouais. lien quelque part ou un truc comme ça, un peu avec tout ce qu'il faut regarder quand on a besoin de trouver un nom. Il y a beaucoup d'étapes à respecter. Il y a, d'un point de vue juste purement, voilà, to-do list à checker. Il y a la partie vérification, légale. Est-ce Ouais. que ce nom est disponible? Juridique. Juridique. Donc, là, on peut aller sur des sites comme, en tout cas en France, c'est data.np.fr. Voilà, le site de l'INPI pour la propriété intellectuelle et ça permet d'avoir en une recherche, taper le nom d'une boîte qu'on pense qu'on voudrait le nom de sa boîte, on tape et on voit s'il y a des boîtes qui existent. Ça permet aussi de comprendre que, bah, on peut déposer son nom sur une certaine classe et donc une certaine activité et qu'on peut avoir des boîtes qui ont le même nom mais sur des activités différentes. Donc les gens aussi ne savent pas que potentiellement quelqu'un pourrait lancer une boîte qui s'appelle Nike, mais voilà, c'est une boîte qui, je sais pas, qui Il fait des fait de la podcasts. pêche. Voilà, ou il fait de la pêche. Il fait de la pêche et Et ça passe. Nike n'a pas déposé Ouais. voilà, là-dessus. Bon, ils ont peut-être déposé partout, mais Ouais, voilà. à mon avis, quand tu es un gros Voilà, à groupe, partir de ce tu es moment-là. partout. Mais c'est un peu Ouais. la C'est caricature, l'idée. quoi. Et donc il y a la partie légale. Ensuite, moi, ce que j'aime bien rajouter, bien sûr, c'est il y a la partie ensuite potentielle d'un point de vue brand. Donc ça, je l'explique à travers, bah, est-ce que bah, il y a, déjà le nom en lui-même, je sais pas, sonne bien, on se voit bien avec une identité visuelle, on essaie d'imaginer une idée de logo qui aurait un peu de sens. Faut que du coup l'ensemble soit un peu cohérent. Donc ça, c'est un peu un truc subjectif, mais qu'on peut très vite, valider en fait en discutant, en disant aux personnes autour de soi: «OK, comment tu vois le quand je te dis voilà ma boîte elle va s'appeler comme ça, qu'est-ce que tu en penses?» Donc voilà, il y a un peu l'avis des personnes qui peut être important. Après il faut que le nom il soit facile à prononcer, facile à lire et facile aussi, facile à prononcer, facile à lire et quand on l'entend, il faut qu'on se dise aussi surtout que, je vois à peu près comment je l'écris. Oui. Parce que sinon pour les personnes, au quotidien, ça va être, tout le temps un problème quand on va devoir épeler, son nom de domaine ou son adresse mail. Ou Bah, même une recherche, tu as retenu le nom, tu fais une recherche tu Google recherches, tu tombes sur un et autre truc, en voilà. fait, tu l'as très, très mal Donc ça, écrit. c'est très important, voilà, de vérifier ces 3 petits trucs. Donc ça, pareil, je l'ai mis dans la checklist. Ensuite, il y a le potentiel SEO.
Ouais. Donc, faut taper son nom sur Google et voir ce qui sort. C'est OK si le nom est encore une fois utilisé par déjà une autre entreprise, mais dans un autre secteur d'activité, puisqu'en fait, les clients qui vont nous chercher, admettons, on a trouvé un nom A, bah, demain, peut-être qu'ils vont se dire, ah oui, mais en fait, je vais taper nom A plus, je sais pas, nom de l'activité. Publicité, quoi. Voilà, Ouais. publicité. Comme ça, en fait, je vais les trouver rapidement. Donc, faut avoir juste l'idée que en search, il y a du potentiel, et ça, on peut le vérifier aussi avec certains outils. Et après, il y a tout le processus créatif de comment trouver un bon nom. Et donc là, pareil, dans le document, j'ai mis pas mal d'exemples, mais on peut aller chercher vraiment dans tous les sens. Donc, nous, on aime bien faire un peu de l'idéation sur l'aspect culturel, de manière générale. Il faut voir très, très large. La boîte, elle est créée dans quel pays? OK. C'est quoi l'histoire de ce pays? Comment on peut essayer de s'imprégner de cette histoire? Est-ce qu'il y a un lien avec l'entreprise ou l'activité qu'on essaie de créer? Ensuite, s'imprégner de l'aspect en effet culturel, peut-être même des fondateurs de la boîte. Se dire, OK, les gens, ils viennent d'où? Est-ce qu'il y a un truc, un lien entre eux? Du coup, il y a une histoire intéressante et peut-être qu'on peut essayer de trouver un nom qui a du sens. Est-ce que on peut trouver un nom qui va avoir du sens par rapport peut-être aux bénéfices apportés par le produit ou service proposé par l'entreprise? Mhm. Donc, par exemple, la boîte Facette, on a trouvé leur nom. Donc, ça s'écrit PH. Donc là, un peu plus difficile à deviner. Mais quand on le voit, bah, donc on le retient assez facilement parce que Facette, évidemment, ça s'écrit pas PH. Mais l'idée, c'était derrière que les mots en PH, généralement, c'est des mots un peu scientifiques, un peu compliqués, Oui, il y a un philosophiques, et côté un machin. peu. Et donc, on s'est dit, bah, comme c'est de l'IA, il y a un peu ce côté science, et donc ça avait du sens, donc c'était un peu ça l'histoire. Et bah, facette aussi, bah, c'est du coup, l'IA, ça a plein de facettes. Donc en fait, on a joué un peu sur les bénéfices, justement, c'est quoi les bénéfices de l'IA, comment on l'interprète, etc. Et donc, faut poser pas mal de mots, en fait, et donc lister tout un tas de mots, de jargon, où on se dit, ah, ça peut être intéressant. Par exemple, juste le mot de ma boîte, Climb. Bah, J'allais dire, je suis obligée de poser la question. voilà. Il vient d'où ton nom? Bah, le nom de la boîte Climb, moi j'avais déjà cette logique un peu à prendre en compte aussi, c'est est-ce qu'il y a une dimension internationale ou pas. Nous, c'est clairement le cas. On a plus de 60-70% des clients qui sont des clients à Londres, aux États-Unis. Et donc, aujourd'hui, bah, moi, je voulais un nom qui soit un peu qu'on peut prononcer dans toutes les langues, en tout cas anglais, français, et puis après espagnol, allemand, il devrait être deviné. Ça passe. Il y a pas mal de gens qui disent Klimb, mais ça me va à la Ah, c'est vrai? limite. Ouais, mais c'est OK parce que du coup, ça me permet aussi peut-être de les reprendre et dire non, c'est à l'américaine, on dit climb, etc. Et donc climb, bah, ça veut juste dire grimper en anglais. Et donc il y avait toute cette logique de moi, je voulais une boîte qui évoque la croissance. Et donc c'est très lié à l'enjeu de mes clients. Et donc bah, je cherchais un peu les verbes qui tournaient autour du mot de croissance. Et après, bah, en anglais, j'ai juste regardé une liste et puis j'ai tapé tous les verbes. J'avais un peu l'idée aussi que je voulais un nom de boîte en K, parce que j'avais un peu l'idée du logo déjà. Enfin, bon, c'est après parce que je suis un peu dans ce truc. Et après, bah, j'ai trouvé Climb et je me suis dit, bah, ça a du sens. Bon, petite recherche INPI, ça avait l'air d'être OK. Il y avait juste une chaîne d'hôtels, mais voilà, on est sur un autre truc. Ah, il n'y a même pas une marque de sport, parce que Climb. Ouais, il n'y avait pas, Ah il n'y ouais? avait pas, il n'y avait pas. Et donc, j'ai tout déposé, j'ai les droits et tout, donc je suis Comme quoi, tranquille. tout n'est pas encore déposé. Quand même. Exactement, voilà. Faut juste trouver, je pense, sa niche. Et franchement, ouais, c'est un peu tout ça. Mais dans le document que je te partagerai, il y a pas mal Oui, on mettra, bien sûr, d'idées détaillées. on mettra le document en ligne pour que tout le monde puisse trouver un bon nom à Exactement. sa société. Sinon, ils me contactent et bon, ça coûte un peu cher, mais. Bah justement, avant de terminer, où est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils ont envie de te contacter? Ils passent par quoi? Bah, on a le site internet, Le fameux, parce que voilà, maintenant quand il même. existe. Maintenant, Donc il allez-y existe. quand même, Donc, allez voir à quel point il est beau. voilà, donc goclimb.com sur lequel il y a les références, notre portfolio, un peu ce qu'on propose, etc. Sinon, c'est Michael Saifoudine sur LinkedIn, une des meilleures façons de me contacter. Ouais. Et puis après, on a aussi un petit compte Instagram, goclimb. Donc voilà. Super. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir Merci été à toi. avec moi et pour ces échanges. Donc on retient quand même que l'IA cette année va être un élément assez important dans l'évolution. Et surtout, que si vous voulez avoir un peu de bande passante, faites appel à une agence. Ce sera quand même beaucoup plus pratique.